d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Merci à tous ces partenaires qui sont affichés à l'écran ici. Sans eux, je ne serais pas là. L'Université de Saint-Étienne, le laboratoire Coactis, le CIVID, l'Association francophone de comptabilité, puis le REC, et notamment Marc Jourdaud, qui m'a invité pendant ce mois à l'Université Laval également en séjour d'études. Donc, je tenais à remercier déjà ces personnes, ces entités, puisque je ne serais pas là sans elles. Voilà pour la première chose. Ce que je vais vous présenter, c'est le fruit d'une petite réflexion que Marc et moi avons eue ensemble sur un bout de papier et qui tente à se concrétiser à présent à travers cette présentation et à travers éventuellement après une publication. Donc le titre est ici et ce que je vais vous proposer, c'est quelques slides de réflexion et d'aboutissement de cette réflexion-là. Hop, hop. Alors, pour commencer, donc, cette idée de rééquilibrer finalement ces mécanismes, elle vient d'un contexte assez général et que l'on partage, je pense, relativement tous, qui l'anthropocène, où les activités humaines ont un impact significatif sur les écosystèmes, sur la biodiversité, et force est de constater qu'à force de surconsommer, surpolluer, surexploiter des ressources telles que l'eau, le sable, les forêts, etc. On est dans une situation où ça devient de plus en plus intenable. À un moment donné, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir revenir un peu en arrière. L'économie circulaire est donc effectivement une solution pour pouvoir tendre à rectifier un petit peu cette perspective, mais il reste à savoir maintenant comment forcer ce rééquilibrage. Et l'idée est d'aller voir aux côtés des activités économiques, aux côtés des activités humaines, qu'est-ce qui peut être identifié comme cause et comme solution pour pouvoir permettre de conserver le système Terre dans lequel nous vivons et dans lequel nos activités économiques dépendent, à travers notamment les services écosystémiques. Et lorsqu'on parle de patrimoine écosystémique, de transmettre un patrimoine, il y a l'idée aussi de développement durable derrière. Savoir que pour les générations futures, il faut pouvoir transmettre ce patrimoine qui n'est pas qu'un simple patrimoine financier ou d'héritage, mais aussi un patrimoine écosystémique, à savoir un système Terre en bon état pour pouvoir le rendre viable et vivable pour les générations futures. Donc l'approche ici, elle ne va pas être de l'ordre de la technique, de la science de l'environnement, mais vraiment de la science de gestion à travers des mécanismes d'ordre fiscaux ou managériaux pour voir comment on peut trouver des leviers, des mécanismes de rééquilibrage là-dessus. Et en plus, on est dans un contexte assez récent, notamment des derniers rapports de l'IPBES, qui nous propose finalement un rapport avec des solutions de transformation et le fameux Nexus, qui vous avez une illustration sur la droite, qui montre l'interconnectivité et l'aspect systémique finalement de plusieurs éléments. Et cet aspect systémique qui est aussi la source d'inspiration de cette proposition, à savoir que les mécanismes vont fonctionner de point de vue systémique, comme peut être le cas entre la biodiversité, l'eau, la santé et tous les éléments qui sont présents ici. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre de donner, on va dire, valeur à ce que on peut proposer. Les objectifs sont nombreux, sont plusieurs objectifs. Le premier est effectivement de proposer des mécanismes autour d'un système qui s'inspire d'un système déjà existant que je vous présenterai, qui est le principe donc, appelé SPR, qui est sanctuarisation, préservation et réparation. Et pour pouvoir mettre en place ce système-là dans le système Terre, on va les considérer comme étant des facteurs clés de transmission d'un patrimoine écosystémique en bon état écologique. Et l'objectif, c'est de rendre ça compatible avec les activités humaines. Parce qu'effectivement, il serait assez simple et classique de dire on fait table rase des activités humaines, et effectivement, après, le système Terre est en très bonne santé. Il va pouvoir se renouveler et être en paix. Sauf qu'on est présent sur cette Terre, les activités économiques, les activités humaines, avec lesquelles il faut pouvoir rendre compatible cet ensemble. La question qui va du coup en découler est savoir quels sont ces mécanismes, parmi ceux qui ont été identifiés, qui vont permettre de pouvoir concilier ce développement des activités humaines et la transmission d'un patrimoine écosystémique viable et vivable pour les générations futures à l'échelle des territoires. À l'échelle des territoires, pour montrer que, de manière très macro, au niveau global, l'IPBES propose des solutions. Maintenant, voir comment elles peuvent se mettre en place à l'échelle plus restreinte, voire encore plus restreinte à l'échelle des organisations qui elles-mêmes font partie du territoire. Et donc, c'est cet angle-là qu'on va essayer de proposer tout ça.
En termes de cadre théorique, alors, c'est là qu'on est dans le cadre d'une soutenabilité, on va appeler forte, savoir que on a une non-substituabilité des capitaux naturels et financiers dans cette notion de soutenabilité, qui, on va dire, dépasse un petit peu le cadre actuel de RSE ou on va dire de développement durable relativement bon enfant, je dirais, pour caricaturer, mais d'aller un peu plus loin dans la mécanique et se dire, on a des travaux, notamment scientifiques, qui sont sur ce sujet, à savoir les limites planétaires des travaux de Rockström, la représentation sur le donut de Petra qui nous disent, ben voilà, pour rentrer dans cette catégorie de soutenabilité forte, pour rentrer dans cette catégorie où le rééquilibrage se fait véritablement au bénéfice aussi du système Terre, eh ben, il faut pouvoir arbitrer, faire des choix, faire des conceptions aussi de chaque côté pour pouvoir y arriver. Et donc, ces éléments scientifiques viennent renforcer cette idée-là et appuient l'idée qu'il faut pouvoir trouver cette notion d'équilibre qu'on retrouve notamment, et cette notion de non-dépassement, d'arrêter finalement les problématiques liées aux activités humaines. Et donc, il y a une séquence qui est déjà connue, hein, la fameuse séquence éviter, réduire, compenser qui existe et que vous devez connaître, et bien, il est de se prendre attache à celle-ci pour trouver des éléments plus forts à travers sanctuariser, préserver, réparer. Éviter, ça veut dire on va éviter d'aller ponctionner telle ressource. Sanctuariser va aller plus loin, en disant nous allons aller voir si certains espaces, certaines entités sont intouchables. On a une nécessité absolue de les conserver parce qu'on prend le risque, en les utilisant, de dégrader encore plus la situation. Réduire vise à limiter, préserver vise à dire on va essayer d'être dans une démarche plus sobre, voire frugale de l'utilisation des ressources. Et enfin, compenser, qui est sujet à beaucoup de débats, compenser souvent se limite à planter des arbres pendant l'avion, réparer va plus loin que ça, en disant je vais réparer ce que j'ai posé comme problème. Et donc, ça va au-delà de la compensation. Ça va dans l'action même de réparation. Donc, cette initiative, finalement, de séquence ERC est ici proposée à travers quelque chose d'amplifié, où on va voir s'il est possible de rendre concret et légitime certaines pratiques. Donc, la première proposition, en tout cas, premier bloc de propositions à travers la sanctuarisation, est proposé à travers 4 propositions. Ces 4 propositions, une, on va retrouver assez fréquemment, donc je vais à la fin, c'est déjà d'intégrer le principe de sanctuarisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible d'avoir un passage d'une conception utilitariste de la ressource, à savoir que j'exploite une ressource, à une conception plus ontologique, où je considère la ressource comme un sujet à part entière que je ne dois pas exploiter. Et ça, c'est une approche, on va dire, plutôt philosophique, mais aussi intégrée, de se dire en quoi les éléments naturels sont forcément uniquement des objets exploitables. Peuvent-ils être des sujets non exploitables et purement ayant une valeur d'existence qu'il ne faut pas utiliser, mobiliser, exploiter, gaspiller? Ça, c'est une approche qui proche de la philosophie, mais surtout existe déjà. C'est pas que de nouveau. D'ailleurs, dans toutes les propositions qui sont présentes, il n'y a pas d'éléments relativement nouveaux, il y a beaucoup de choses déjà existantes en partie, mais remobilisées dans un caractère systémique. Par exemple, la fameuse Pachamama d'Équateur, où la nature a des droits constitutionnels, fait qu'elle est respectée en tant qu'entité à part entière, d'un point de vue constitutionnel, pour l'État de l'Équateur. Et on peut imaginer qu'il y a des sanctions, dès lors qu'on ne respecte pas la loi, il y a des sanctions, dès lors qu'on ne respecte pas la Constitution et le droit de la nature, des sanctions puissent être imaginées si ce plancher-là n'est pas respecté. Ensuite, une fois qu'on a le principe qui est acté, il s'agit de déterminer quelles sont les entités que l'on peut considérer comme étant non exploitables. Par exemple, la nature, au sens large, mais ça peut être aussi des forêts, des fleuves, comme c'est le cas par exemple en Nouvelle-Zélande, où le fleuve a été institué comme une personne morale. On peut déjà déterminer quelles sont ces entités-là naturelles, écosystémiques, qui doivent être sanctuaires. Et un point juridique extrêmement important qui est vraiment un facteur influençant cette démarche, en France, on a le dispositif ORE, Obligation réelle environnementale, qui nous permet justement de venir aider à sanctuariser jusqu'à 99 ans un foncier, une forêt, une entité, qui est propriété d'une personne physique ou personne morale, et qui permet justement, en cas de transmission de ce foncier, limiter l'utilisation ou la surexploitation de cet espace-là.
Et donc, c'est un outil juridique qui permet d'aller dans ce sens-là. Comme la même chose d'ailleurs, à peu près aux États-Unis ou même au Canada, après des variables juridiques qui sont différentes, mais là, c'est dans l'idée de ce principe qui pourrait déterminer ça. Enfin, troisième point qui est très important, c'est qu'une fois qu'on a l'entité et le principe mis en place, il faut pouvoir déterminer quelles sont les zones, les secteurs, les fonciers euh, dans un zone d'aménagement global qui peuvent être considérés comme étant sanctuarisés. Le fleuve au Nouvelle-Zélande a été identifié comme tel, mais est-ce que par exemple au Canada, au Québec, même en France, il y a des espaces qu'on pourra considérer comme étant intouchables? Ça existe déjà dans les zones Natura 2000, les zones naturelles, etc. Mais voilà, de manière encore plus renforcée. Et enfin, un point qui va être transverse à l'ensemble des éléments, c'est la fiscalité. Et la fiscalité, elle est souvent considérée comme étant confiscatoire. À savoir, ben, on va avoir une fiscalité qui va être un malus dans l'activité ou pour un territoire. Là, l'idée, c'est de proposer une fiscalité incitative sous forme de bonus, à savoir que les territoires qui seront exploités, surexploités, auront une fiscalité qui va permettre d'abonder les comptes d'une municipalité. Et ce pot commun, finalement, de malus et de fiscalité fiscale permettra de financer des bonus fiscaux permettant de financer et d'aider au financement des zones foncières ou entités qui seront sanctuarisées. À savoir qu'on va compenser finalement la non-exploitation d'un foncier à travers un bonus fiscal qui permettra de compenser tout partie le fait que financièrement le bien, le foncier sera exploité. Et donc, il y a différents éléments qui peuvent être pris en compte, les taxes foncières, les impôts d'activité, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être imaginés. Ça, c'est au niveau de la sanctuarisation, le premier principe. Le deuxième concerne la préservation. Là, on est sur un degré un peu moins, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation finalement d'utiliser une ressource, mais l'idée n'est pas de la surexploiter, mais de l'utiliser raisonnablement, de manière frugale, avec un juste besoin derrière. Donc, on reste dans un cadre où l'activité économique et l'activité humaine est possible, mais simplement avec une idée de juste utilisation à travers la préservation. Et pour ça, il faut effectivement proposer des moyens. Par exemple, la mise en jachère. Au niveau de l'Union européenne, ce sont des choses qui ont été déjà, d'un point de vue réglementaire, proposées, à savoir qu'il faut pouvoir, à un instant T, limiter l'exploitation d'un terrain agricole parce qu'il faut qu'il puisse se renouveler. Ça va dans l'idée de cette préservation-là. Ou par exemple, à certaines périodes de l'année, je ne vais pas utiliser l'eau. Notamment dans les entreprises textiles, sur les territoires où l'eau est en tension à cette période de l'année, elles n'ont plus l'autorisation pour la fonctionner. Et l'idée derrière, c'est aussi de pouvoir valoriser ces espaces-là, puisque finalement, si je ne l'exploite plus d'un point de vue économique, il faut que je puisse pouvoir compenser en partie cette partie-là. Et donc, je vais peut-être donner une valeur environnementale à ces entités-là, comme étant une valeur d'existence, puisque je n'aurai pas ce stock. Et là, encore une fois, pour une fiscalité, du même acabit que la précédente, à savoir que dès lors que je vais surexploiter, j'aurai un malus fiscal, et dès lors que je vais préserver et garder de côté mon entité ou mon foncier, je vais pouvoir avoir un bonus fiscal. Le tout dans un système équilibré, à savoir que le bonus étant financé par le malus, pour qu'effectivement les territoires n'aient pas de trou dans la raquette, entre guillemets, de leur rentrée fiscale, pour que ce soit équilibré dans et enfin, le troisième, donc là qui va encore plus loin, c'est une fois que je n'ai pas pu sanctuariser, que je n'ai pas pu préserver à hauteur ce que je pouvais, mais que j'ai dû utiliser la ressource, et ben, je vais réparer. C'est-à-dire que je vais rectifier finalement mon utilisation à travers des principes de pollueur-payant. À savoir, j'ai dû utiliser une ressource, je vais donc compenser. Et là, une des initiatives qui sont intéressantes, et qui sont, je suis à débat, d'ailleurs, notamment avec Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui a fait don de son entreprise à la nature. Mais on peut imaginer ce système de principe sur un territoire donné, à savoir que l'entreprise qui a une forte implantation sur un territoire puisse avoir cette idée de réparation au sein de celui-ci, de par la surexploitation qu'elle a pu générer. Je pense au hasard, c'est par exemple assez particulier, mais Michelin, par exemple, qui est sur Clermont-Ferrand en France, a une forte emprise foncière sur la région clermontoise. On peut supposer qu'il soit dans cette mécanique, finalement, de devoir compenser à travers de la restauration effective, une vraie réparation. Après,
La grande question qui s'est posée en vrai, c'est de se dire, une fois que j'ai détruit par exemple une zone humide, qu'est-ce qui me prouve que je peux recréer cette même zone de manière équivalente? Bah, c'est difficile, parce qu'on ne peut pas créer un patrimoine écosystémique de plusieurs centaines d'années équivalent du jour au lendemain. Et donc, il y a forcément un effet, un coefficient démultiplicateur à trouver. Ça va être la grande difficulté. Qu'est-ce qui va être suffisamment compensé? Qu'est-ce que je peux considérer comme étant l'équivalent de ce que j'ai détruit? Parfois, c'est même des valeurs inestimables, et c'est même impossible à imaginer. Là aussi, on a des initiatives qui peuvent être mises en place. Donc, on peut aider de la même manière un peu fiscale, et on peut aussi aider et promouvoir des initiatives individuelles, notamment comme l'association française Aller pour la forêt primaire, qui vise à recréer des forêts primaires en Europe de l'Ouest. Forêt primaire, estime à 700 ans une forêt primaire pour la réaliser, enfin, pour que je puisse s'auto-réaliser, surtout. Et donc, l'humain sera là pour favoriser, sanctuariser les espaces pour éviter que ça se fasse. Et là, on est dans un système de réparation, puisque les forêts primaires, on a suffisamment eu le loisir de les exploiter jusqu'à présent. Et donc, en synthèse de tous ces éléments-là qui sont relativement denses, je vous ai proposé un petit graphique visuel pour pouvoir finalement voir dans cet équilibre-là comment on peut, en abscisse, avoir un développement économique et en ordonnée patrimoine écosystémique conservé à transmettre. Et bien, on va pouvoir y mettre ici les trois éléments que j'ai présentés, donc avec un rappel des 9 propositions, où on a un caractère systémique de l'ensemble, puisqu'on voit ils sont croisés, ils ne sont pas silotés, ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre, ils sont vraiment sous un format systémique, voire un format de nexus, comme l'IPBES aussi le pose, à savoir qu'on ne pense pas sanctuarisation sans penser préservation et réparation et inversement. Et donc c'est en ça que c'est quelque chose qui doit être vraiment fortement impliqué. Et on a, après, les différents éléments qu'on a pu voir, à savoir que la constitutionnalisation, la légifération, la juridiction qui permet d'aller dans le sens de la sanctuarisation, et la création de valeur environnementale dès lors qu'on rentre dans la réparation, parce que Yvon Chouinard, finalement, a créé de la valeur environnementale en cédant son capital financier dans un capital naturel, sur de transformation à l'aide du fait qu'il puisse réparer ce qui a pu être fonctionné. Et on va retrouver la fiscalité sur l'ensemble des trois éléments comme étant des leviers finalement d'accélération et de conciliation des activités humaines avec les activités de préservation, sanctuarisation et réparation de l'écosystème. Donc vous voyez, là on a une vision, voilà, c'est un message clé, c'est pas du tout siloté et que c'est vraiment sous forme systémique qu'on retrouve ces éléments-là pour pouvoir arriver à cette conciliation. Pour conclure, donc là, on est face à trois grands facteurs d'équilibre qui sont effectivement la notion de fiscalité, qui est extrêmement importante, puisqu'on voit qu'elle permet finalement de compenser non seulement l'aspect financier de non-exploitation, mais aussi favoriser les initiatives qui permettent de le faire. Et par exemple, là, quand vous venez en vélo en entreprise, vous n'avez pas de bonus fiscal en France, alors que les malus fiscaux d'utilisation de la voiture à travers les taxes que vous avez pourraient être une assiette de compensation. Donc, ça peut être un même mécanisme qui peut être utilisé. Prendre en compte les droits de la nature. Donc là, ça existe déjà dans certains pays. L'Irlande pense aussi à le faire. Donc, c'est peut-être des éléments à amplifier, à généraliser peut-être. Et couper création de valeur économique avec création de valeur environnementale. Le système de réparation, finalement, vise non pas à être un simple coût pour les territoires ou l'entreprise ou l'organisation dans le compte de résultat, mais aussi peut-être une création de valeur environnementale qu'il faut pouvoir après comptabiliser et valoriser. Donc, comme je l'ai dit, c'est un modèle qui se veut systémique dans l'esprit Nexus. La grande difficulté, ça va être ce fameux coefficient de réparation. Une zone humide peut être détruite, notamment parce que Northvolt voulait s'installer. Est-ce qu'ils auraient dû ne pas venir ou compenser par une création de nos zones humides, mais quelle surface ou quelle viabilité? Il y a plein de questions qui sont sous-jacentes. C'est une démarche qui a des limites, notamment sur le fait qu'on touche à la propriété privée. Le fameux sacro-saint, c'est à moi, c'est mon foncier, c'est ma forêt. Oui, mais c'est associé à des biens communs. Certes, je suis propriétaire d'une forêt, mais cette forêt dispose d'un service écosystémique de captation de carbone qui fait que ce n'est pas que à vous, mais c'est aussi un bien commun. Et donc, c'est l'arbitrage et l'équilibre entre ces deux qui peut être une difficulté, mais l'aspect fiscal peut être encourageant dans les démarches volontaires comme le dispositif.
Donc, c'est un cadre qui permet d'être centralisateur, qui permet de cumuler l'ensemble des éléments, et surtout qui passe d'une valeur purement économique et instrumentale à une valeur d'existence des écosystèmes. Et il y a un exemple particulier qui, à mon sens, résonne pas mal, c'est dans le milieu agricole. En France, notamment, il y a des vrais sujets actuellement entre l'Office de la biodiversité, qui est un peu le garant de la préservation de la biodiversité, et le milieu agricole. Et bien finalement, ce milieu-là nécessite à la fois l'exploitation, mais a tout intérêt à avoir un bon état écologique de ces sols, parce que leur activité même en dépend. Et j'en ai terminé avec une fois de voix et un remerciement pour... Merci Romain pour ta présentation. Je trouvais ça intéressant, le rappel qu'il y a des sociétés qui ont des démarches qui sont pas mal plus avancées que ce qu'on pourrait penser ou que ce qu'on a en tête, donc, notamment l'Équateur. Je me demandais si tu avais fait cette réflexion-là, par exemple, par rapport aux Premières Nations et les peuples autochtones qui ont un rapport à la nature qui est complètement autre. Et donc, d'avoir aussi cette réflexion par rapport à ce regard autre qui peut être inspirant, pas, on ne copiera pas parce qu'on est dans le bout de modèle, mais qui peut être inspirant. Alors non, j'ai pas fait le lien directement, mais je le vois très clairement, effectivement, le rapport à la nature et la conception même du rapport à la nature, qui pour nous, dans les sociétés occidentales, est purement utilitariste. Et effectivement, la société autochtone, là, c'est une dépendance, même à une synergie optimale, vraiment une condition d'existence même, peut-être là-dessus. Donc, ça peut être effectivement à intégrer, en tout cas, dans la réflexion. Je me permets juste un petit commentaire parce que j'ai bien aimé le nom siloté, mais je me demande si c'est pas plutôt des sphères imbriquées les unes dans les autres. Un peu comme on avait des visions du développement durable avec les trois sphères, puis maintenant on les a plutôt imbriquées, partant du principe que la réparation, elle est entièrement conçue dans la sanctuarisation et la compensation est complètement pensée dans la réparation. Bon, Ça me je format, n'ai pas de effectivement. réponse. Oui, c'est à voir visuellement et ça, je pense, mais oui, je pense que ça peut être intéressant d'avoir comme on a l'économique au sein d'une société et de l'environnement, et d'avoir un bon analyse. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, en fait, il a un petit peu prémâché ma question, qui était un peu liée. J'avais demandé du coup si c'était vraiment que sur le territoire français, puisque cette étude était liée juste au territoire français, dans le sens où, effectivement, la préservation, c'est un petit peu questionné aujourd'hui. Moi qui soutenais il y a quelques années le WWF, j'ai appris qu'effectivement, il mettait parfois en dehors des terres des personnes qui étaient là depuis longtemps et qui les utilisaient vraiment de façon pas comme nous, on les utiliserait. Du coup, c'est un peu ça ma question. C'est peut-être pas les Premières Nations ou des personnes, des peuples non contactés, etc. Mais peut-être en France, si c'est juste sur le territoire français, il y a peut-être des initiatives qui sont ancestrales et qui fonctionnent très bien et qui sont entre guillemets durables, mais qui ne rentrent pas dans notre vision des choses. Enfin, je sais pas si ma question, il a lâché le travail, Mathias, donc c'est très bien, mais ça rejoint un peu cette, Là, je veux l'idée, et puis surtout l'idée, c'est sanctuariser, ça ne veut pas dire mettre sous cloche et on ne touche à rien, et on enlève l'humain. Au contraire, c'est de dire comment on arrive à équilibrer l'humain avec ça. Et effectivement, c'est pas de mettre de côté des peuples autochtones et de totalement supprimer les activités humaines, c'est de les rendre conciliables et surtout l'exemple du rewilding, du réensauvagement, on met l'accent sur le tourisme éco-responsable et un tourisme de complantation plus qu'un tourisme de consommation industrielle touristique. À savoir que là, il y a un mouvement européen qui est Rewilding Europe qui promeut finalement le réensauvagement de certaines zones et en permettant l'activité économique à ces zones, à travers le tourisme. Sauf qu'entre un tourisme de masse, l'activité industrielle touristique et un tourisme de complantation sobre, etc., ce n'est pas la même démarche, et ça entretient justement l'activité économique. Il y a des zones, moi je viens de Saint-Étienne, donc c'est une zone, c'est une ville qui s'est créée par la révolution industrielle, à savoir par la consommation de charbon et de ressources. Sans ça, Saint-Étienne ne serait pas la 13e ville de France. Et donc, à un moment donné, la question se pose de dire comment je fais pour conserver une activité économique et une vie sur un territoire,
Sachant que la ressource est parfois le seul élément d'activité économique potentielle possible. Et donc, c'est une question de conciliation, et surtout de se dire, est-ce que ma ressource, je peux la renouveler aussi grâce à mon activité? Et là, on part après dans des éléments de régénératif, etc. Voilà, cette mécanique-là, et c'est là où le caractère circulaire, finalement, prend son sens, en mettant en avant le côté, eh ben, j'utilise, ben, je remets dans le circuit ce que je peux mettre pour recommencer. Malheureusement, recommencer parce que le besoin est tel qu'il faut des ressources. Merci. Yo. Merci beaucoup pour la présentation. Euh, on est dans un contexte où la circularité, on en parle depuis plus de 60 ans, environ 60 ans. Ça commence simplement à se diffuser au niveau international. Évidemment, ça reste émergent comme phénomène, y compris dans les entreprises. Et si on va dans les entreprises, sur le plan académique, sur le plan de la pratique, on a des entreprises on leur propose de faire des formations en circularité. Nous répondons, c'est un sujet délicat. Je sais pas si on peut présenter ce sujet-là aux employés, aux gestionnaires de l'entreprise. Du côté académique, on a, en tout cas dans les disciplines reliées aux sciences de l'administration, on a les chercheurs qui continuent à creuser chacun dans leur silo. Il y a beaucoup de recherches interdisciplinaires, mais en stratégie, on continue à rechercher l'avantage concurrentiel, la génération de profits, etc., etc. Alors, tout ça pour dire quoi? Vous nous proposez aujourd'hui d'aller encore plus loin. Comment est-ce qu'on fait passer ce message-là, d'une part auprès des praticiens et d'autre part auprès des chercheurs qui sont un peu prisonniers des priorités de leur discipline? Excellente question, et c'est mon quotidien depuis 2 ans et demi. On a commencé à trouver une ébauche de réponses à travers l'angle des risques. Les risques, c'est fait partie d'une analyse à part entière, le risque management, pour l'entreprise, le risque qu'elle peut subir une existence, soit juridique, informatique, fiscal, concurrentiel, voilà. Et on peut associer à ces risques des nouveaux risques, en tout cas des risques qui sont latents et qui n'ont peut-être pas été identifiés, mais le risque écosystémique, à savoir, si j'ai plus d'eau un jour, comment je fais pour pouvoir que mon activité économique continue? En France, 75% des activités économiques sont tributaires de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas d'industrie agroalimentaire, il y a pas mal de choses comme ça qui disparaissent. Et donc, c'est simplement que le risque, lui, qui soit très court-termiste, devient long-termiste. Et donc, nous, on a trouvé que cet angle-là du risque était une approche qui permettait de rentrer dans l'oreille droite des dirigeants, voire même des politiques pour certains, même si c'est différent, c'est des postures. Et c'est un moyen de concilier justement l'aspect purement économique à travers les outils existants, le management des risques, et cette notion de risque plus long-termiste. Et c'est pour ça que des cartographies des risques avec l'intégration des parties prenantes à l'intérieur permettaient justement de donner cette vision-là. Et c'est un peu la carotte qu'on met devant l'âne, à savoir le risque qui est devant vous peut avoir des répercussions sur votre activité et la valeur même de votre entreprise. Et donc, on valorise les risques qui pèsent sur l'entreprise pour pouvoir leur montrer qu'elles ont tout intérêt à aller dans ce sens-là, pour leur propre bénéfice également. Et donc, ça associe à la fois le bénéfice écosystémique, mais aussi le bénéfice pour elles-mêmes, puisqu'elles vont pouvoir se prémunir, anticiper les risques et être plus résilientes face à ces risques à l'avenir. C'est le seul élément commun, le dénominateur commun qu'on a pu trouver, cette notion de risque. Si je peux rebondir là-dessus pendant que tu fais, c'est une question fondamentale que tu poses. Puis en fait, je pense que c'est l'éléphant dans la place dans le sens où ce que tu dis, Romain, tout à fait juste. À court terme, on pense en risque, mais ça a une portée relativement limitée. Et souvent, les gens vont se sentir loin de ces risques-là. Oui, je peux manquer d'eau, mais moi, je ferais une risque climatique. Exact. Okay. Et c'est ce qui est amené dans le modèle l'idée d'éco-fiscalité. Parce qu'actuellement, si on préserve l'environnement, si on la sanctuarise, on a une perte économique. C'est aucun sens. On est d'accord, parce que ça devrait être la priorité. Si on est sur le thème de rapport, puis on a présenté au départ, qui était présenté, ben, ça devrait être l'environnement en premier, puis le reste en deuxième. Donc, c'est contre-cycle. Ça n'a aucun sens, parce qu'on a une perte économique.
si on préserve l'environnement. Alors, pour changer le modèle, et faire en sorte que ça redevienne dans une logique économique qu'on connaît actuellement, pour trouver une autre façon de gérer notre monde, c'est pas sûr qu'on va y arriver. Ben, il faut trouver des mécanismes pour que l'environnement soit au centre de cette réalité économique. Et c'est pour ça que l'écofiscalité devient un moyen de rééquilibrer le tout dans le système. Donc, quand tu sanctuarises, quand tu préserves, ben, c'est au moins économiquement, c'est au moins aussi intéressant que d'exploiter. Et à mon avis, c'est vraiment même plus intéressant que d'exploiter. Justine. Moi, je suis Élise Marcandela, à l'Université de Valence, je cherche en sciences de gestion. Pour répondre à votre question sur les chercheurs, mais ce serait peut-être pas un peu sensible. Il y a un point administratif là, qui oblige certains à travailler sur les choses qui ne les intéressent pas. Hein? Déjà, on est grand. Donc, si on ne commence pas par nous, je ne vois pas comment on peut amener les autres à faire ce pas vers ce qu'on propose. Et puis après, l'anthropocène, moi, ça me gêne. Est-ce que ce n'est pas la société de l'homme capitaliste qu'on doit mettre en cause et ne dit pas tous les hommes, ça rejoint ce qu'on disait. Et puis un autre point dans les épistémologies du Sud, on dit que tout le monde a du savoir vivre sur la Terre. Et donc, on remet chacun à sa place. On va chercher les agriculteurs qui savent faire sur leur territoire, etc. On les écoute. On sanctuarise ce qui fonctionne au lieu d'avoir une vision descendante, etc. Donc, moi, je pense que c'est tous ces termes-là, et j'ai trouvé dans cette présentation que c'était très économique. Je pense qu'il faut faire le pas de côté et se dire, ben oui, remettons la nature au centre du jeu, puis réfléchissons autrement, oublions nos outils, tout ça. Essayons de réfléchir autrement, voir autrement. On va le voir à 40 ans, qu'est-ce que ça peut donner, mais en faisant un pas de côté. Et dernière chose, quelque chose qui se développe beaucoup en recherche, la démocratie citoyenne, y compris dans les projets de recherche. Dans le cadre d'une thèse, une femme qui va travailler sur comment intégrer les citoyens dans un projet de recherche qui porte sur les biomolécules. Donc on ne sait pas comment on va faire, mais on cherche l'action. Et ça sera dur à publier parce que c'est entre les sciences de gestion, entre technique et société, voilà, c'est interdisciplinaire. Mais tant pis pour la carrière, quoi. Enfin, moi, je suis là. C'est de la recherche, pas pour avoir des étoiles, pour être bien classé, pour être propre. Il faut se poser aussi, nous, la question. Pourquoi on est là et à quoi on sert? Je dois t'appuyer, hein. Moi, je fais un doctorat en seconde partie de carrière, donc j'ai voulu sauver le monde aussi en arrivant dans la recherche. C'est pas perdu, ça. Après, mon pragmatisme naturel a repris le dessus, malheureusement. Mais effectivement, l'aspect économique est latent pour pouvoir parler aux économistes, pour pouvoir parler aux dirigeants. Oui. Parce que si on ne le met pas dedans, ils vont nous prendre pour des hippies. Et le but, c'est justement de pouvoir parler leur langage. Tu sais, quand je parle souvent de performance, même si c'est remis en cause avec la robustesse, etc. Mais effectivement, anthropocène, ça s'appelle plutôt capitalocène, voire organocène, comme Bertrand Waldorf le propose. C'est peut-être plus ça les bons termes. Mais bon, dans la littérature, il y a un peu de. Peut-être. Moi, parce que j'aime beaucoup l'effort de syntaxe, et puis de la reformulation de éviter de compenser, etc. Mais je perçois aussi cette limite d'un langage très économique. Et là, j'ai ça et puis ce que j'ai perçu aussi, c'est une vision assez mécanique des écosystèmes. Parce que c'est grosso modo, on sanctuarise, mais ce n'est pas parce qu'on a sanctuarisé que les écosystèmes vont être davantage en mesure de, si on a une perspective instrumentale, de fournir les services dont on a besoin. Tu parlais de l'eau tout à l'heure, il y a d'autres services, de filtration et d'autres. Ou juste d'être, pour sortir d'une perspective anthropocentrée, d'être des espaces qui vivent avec beaucoup de diversité. Et puis là, moi, c'est donc là, une proposition peut-être et puis là, peut-être que ça ira moins dans la direction de comment convaincre les responsables économiques. Et pourquoi ne pas appliquer ce concept de la résilience? Et puis là, il y a un corpus de recherche appliqué qui est énorme. Et puis, c'est une terminologie, c'est les 25 ans que je la suis, pendant la pandémie, on a parlé de la résilience à tort et à travers, mais il y a un corpus de connaissances qui est assez établi et qui est beaucoup plus, et qui rend justice au caractère très dynamique
des écosystèmes. Ils vont favoriser la résilience des écosystèmes, qui est un objectif qui est maintenant reconnu beaucoup plus que juste une perspective mécanique qui voudrait et extractiviste. Donc là, je pense que là, il y a pas mal, il y a même des principes, peut-être des ponts à faire entre la synthèse que vous avez faite avec le SPR et puis des objectifs en lien avec la résilience des systèmes sociaux et environnementaux. Même la robustesse de l'organisation. La robustesse et puis résilience, on n'est pas trop. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Mais après, il y a un autre problème, c'est comment on peut respecter ça aussi. Parce que sanctuariser, c'est bien mignon, mais est-ce que après. Tout ça, ce sera le prochain C'est bien des problèmes. Merci Romain pour la présentation. Je crois qu'il y a quand même une bonne évolution par rapport à ce que j'ai vu en mars dernier. Parce que j'assistais à ta présentation. C'était un peu différent. Ouais. C'est pas dans ma thèse. Ah. En partie. Oui. Est-ce que la prise en compte de l'accroissement des populations humaines sur Terre et puis de l'accroissement des besoins qui viennent avec serait pris en compte un peu dans les limites planétaires, dans ce que tu proposes pour essayer de préserver en fait le capital naturel? Parce que les besoins aujourd'hui seront différents de ceux de demain. En fait, on s'attend à ce que la population planétaire croisse encore jusqu'à l'horizon 2150 à peu près, là, à 10 milliards, peut-être davantage. Évidemment, tous ces gens-là vont vouloir consommer comme aujourd'hui, peut-être même davantage, parce que les populations en développement gardent toujours les populations développées comme un objectif, alors que c'est peut-être une fausse route, mais enfin. Est-ce que ça rentre un peu dans la perspective de nos modèles? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que même si on sanctuarise des territoires, il y a des éléments qui nous échappent. C'est-à-dire qu'en ce moment, les changements climatiques, par exemple, affectent des territoires qui sont touchés par là. Est-ce que l'humain doit intervenir sur ces territoires-là pour essayer de leur redonner leur diversité d'origine ou pas, en fait? Parce que ça ne veut pas dire qu'ils se dégraderont pas, même si on ne fait pas d'action directe, juste par l'intervention des changements climatiques. Il y a déjà des perturbations qui s'opèrent. L'idée de réparation, c'est un peu la patte de l'homme qui vient réparer alors, soit ce qui va dégrader, mais aussi ce qui se dégrade. L'idée de la forêt primaire, c'est pas de dire cette zone-là, on ne les touche pas et on laisse faire un livre d'évolution. On accompagne socialement les fameuses populations autochtones qui peuvent être les habitants, etc., pour qu'ils puissent être en synergie avec. Donc, en fait, l'homme vient accompagner au sens, il vient permettre, il vient légiférer, il vient sécuriser, et donc il est forcément partie intégrante de la sanctuarisation. Il n'est pas en dehors de la sanctuarisation. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un État qui va être dégradé, indépendamment de la flotte humaine ou pas, ou de manière plus macro-générale, il peut être un catalyseur, l'humain, pour pouvoir aider à la réparation. Donc ça, je pense que c'est fort. Sur la population, il y a beaucoup d'heures, parce que j'ai cru lire en qu'il n'y a que 4 pays en 2050 qui auraient un accroissement de population. Et il faut savoir que l'empreinte, c'est pas tant les sur la population mondiale qui est générateur de gaz à effet de serre, c'est plus les populations riches qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Donc finalement, on peut voir l'aspect augmentation de population comme étant un facteur d'augmentation de l'IAPIS, donc des conséquences des activités humaines, mais c'est surtout le comportement des riches habitants et des riches populations qui ont un impact. Donc c'est là où je dis. Je suis d'accord avec toi, mais regarde la Chine. Oui. Le niveau de vie des Chinois a augmenté de façon importante. Donc, c'est un pays relativement pauvre, devient un pays relativement riche. Évidemment, eux aussi vont mettre des gaz à effet de serre, ils vont en mettre de plus en plus. Pareil pour l'Inde, pareil pour. Et là, c'est l'exemple parfait parce que c'est un pays qui, relativement, est en baisse de population, puisque l'Inde est passée devant. Et c'est pas tant l'accroissement de la population, c'est l'accroissement de la population riche qui fait le facteur de. Ouais. Et donc, c'est plus après se dire comment la population riche, qui est censée, en fait, être plus éduquée, doit aussi intégrer ces éléments-là dans sa conception du vivant et des activités qu'elle doit générer. Parce que même nous aussi, quand je suis venu à Montréal, quand j'ai vu ces pick-up, toute cette surconsommation, je suis arrivé, les lumières étaient arrivées, voilà. Ce serait d'abord nous, qui peut-être devons être modèles aussi. Hein. Les pays du Sud suivent nos modèles économiques de développement, peut-être que maintenant on doit créer un nouveau modèle de développement conservatoire, d'existence. Et celui-ci doit être après celui qui doit être pris en exemple. Voire même les pays du Sud qui soient des exemples à suivre.
Est-ce que tu connais Dominique Bourg? Non, parce qu'on l'a eu nous, comme chercheur d'invité à l'INDEC, à l'Institut EDEC, il y a quelques années. Puis en fait, on voit quand même un concept assez intéressant là, de permacircularité. Ça serait bien que tu puisses discuter avec lui. Je pourrais te mettre en contact avec lui parce qu'il bon, il est un peu dogmatique dans son approche. Là, mais reste que ça serait intéressant de voir comment on peut rentrer certaines de ces idées à travers ce que tu proposes. Avec plaisir. Ouais.